Bienvenue dans l'audace n'a pas d'âge. À chaque moment de sa vie, on peut se réinventer et ouvrir un nouveau chapitre. Je suis Aurélie Lévy et je vous propose dans cette émission de démonter les stéréotypes de l'âge. Un podcast proposé par Bayard et soutenu par AXA. Cette semaine, nous accueillons la réalisatrice et journaliste Nathalie Lévy. En 2030, un Français sur 4 sera aidant. Comment concilier aidance et vie professionnelle ? Comment être aidant sans s'oublier ? Comment gérer la logistique que cela implique ? Autant de questions que nous aborderons avec elle. Bonjour Nathalie Lévy. Bonjour Aurélie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'accueillir. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Alors on vous connaît en tant que journaliste sur BFM TV. Vous êtes la voix mythique d'Aparté, l'émission sur Canal+ depuis plusieurs années. Et à mi-parcours dans votre carrière, vous remettez votre vie professionnelle et votre vie personnelle aussi en jeu, en devenant aidante, et en soignant votre grand-mère. Vous en avez tiré un livre, Courage au cœur et sac à dos. En 2030, un actif sur 4 sera aidant. Quelles questions on se pose avant de décider de devenir aidante ? Et 57% sont des femmes, d'ores et déjà. Ce qui en dit long aussi sur la charge mentale et pas seulement. Alors en fait, je pense que je l'ai toujours été. D'abord, c'est pas quelque chose qui se décide, selon moi, surtout quand c'est au sein de la famille, du clan. Ma mamie, ma grand-mère Rosine, elle m'a élevée. Elle m'a maillotée. J'ai grandi à ses côtés, je me suis constituée grâce à elle. Je dis grâce à elle, mais aussi bien sûr grâce à mes parents, dont je suis extrêmement proche. Et puis, évidemment, fatalement, l'âge fait que ces personnes-là, qu'on aime infiniment, qui nous donnent tant, commencent à prendre de l'âge, etc. Ils sont dans le besoin, dans une forme de dépendance, ce qui s'est produit pour ma mamie. Elle a chuté, en fait, la veille du confinement. Et elle est devenue pleinement dépendante. Moi, j'étais très, très proche d'elle, fondamentalement, naturellement, depuis toujours. Donc, j'étais déjà un peu aidante, sans le savoir. Mais j'aime pas ce terme d'aidant, parce que ça me correspond pas. Selon moi, je suis une aimante, en fait. Oui, une petite fille avant tout. Voilà, d'accord. Une petite fille avant tout qui, naturellement, prend soin de sa mamie, ni plus ni moins. Et donc, elle chute. Et ce qui était pour moi une visite quotidienne, parce que de toute façon, j'étais avec elle quotidiennement. J'ai la chance d'habiter... Alors, ma mamie a disparu, mais j'avais la chance d'habiter vraiment à 6 minutes en voiture. Eh bien là, oui, on met en place une sorte de roulement avec ma maman et ma tante où on y est tout le temps. Et voilà, l'organisation de mes journées, c'est je dépose ma petite à l'école et je fonce chez ma mamie, travailler chez elle, lui préparer à manger, la faire réagir à ce qu'est mon quotidien et ce qui s'est passé la veille dans ma vie, ou voilà. Et c'est comme ça que les choses se perdurent jusqu'à ça va faire 2 ans cet hiver qu'elle nous a quittés. Et c'est à la fois une évidence et à la fois une charge, oui. C'est une charge, on ne peut pas le nier, c'est une charge mentale, c'est une charge physique. Je dis bien physique parce que j'ai eu des maux dorsaux en permanence. Ma maman a eu des acouphènes, des vertiges. C'est quoi, c'est une forme de somatisation, vous pensez ? Ou c'est oui, plus carrément la non, charge... Je pense que c'est une charge parce que la charge, elle est physique, elle est morale, dans le sens où... une personne de cet âge-là, ma mamie nous a quittés à 99 ans et demi, mais déjà depuis quelques années, elle était incontinente, comme beaucoup de personnes du grand âge. Voilà, j'allais régulièrement acheter tout ce qu'il faut pour les protections, etc. Ça pèse son poids, les litres d'eau, etc. Donc même si on est aidé, et même si on est dans un trio comme ça, une ronde de femmes, il y a quand même des choses à porter, des choses à déplacer, des choses à organiser. Et donc il y a une charge vraiment physique, une charge mentale et une lourdeur du quotidien qui n'est plus seulement ma vie de famille, mon foyer très resserré, mon époux, ma fille, son école, mon boulot, la logistique, mais voilà, cette charge qui est de s'occuper d'une personne qui est en grande dépendance et dont moi je suis très dépendante affectivement. Alors vous parliez de la charge concrète, du temps que ça prend, de la charge physique et de l'énergie, mais ça a aussi des conséquences sur la vie privée. Quels ont été les outils, les parades, quels conseils vous donneriez aux gens qui se retrouvent justement dans cette situation pour éviter un petit peu le surmenage ? À quoi il faut être vigilant, en fait ? Un relais.
mettre en place un relais d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est pas toujours possible parce que très souvent aussi, dans le cas des aidants, 8 à 11 millions de personnes, on l'a dit, il y a aussi le kilométrage. Et très souvent, les aidants sont éloignés géographiquement des personnes dépendantes. Donc ça aussi, c'est une problématique très lourde au-delà de leur activité. Parce que donc, quand il y a des kilomètres, des trajets à faire 2 fois, voire 4 fois par jour, autant vous dire que ça vient encore démultiplier les difficultés. Autant que possible, mettre un relais en place, autant que possible en parler, même si, et en entreprise, je peux en témoigner, je l'ai vécu, c'est très stigmatisant. Mais d'ailleurs, je crois que vous l'avez caché pendant longtemps. En fait, l'aidant en entreprise, il est presque une charge. C'est-à-dire qu'il ne va pas être dédié à sa tâche comme quelqu'un qui serait célibataire, ou peu, ou pas d'ailleurs, mais qui n'aurait pas d'autres responsabilités que son foyer qui fonctionne bien. Donc, voilà, il a l'esprit occupé, parasité même par autre chose, par d'autres dossiers, par d'autres responsabilités. Donc, l'aidant, on n'a pas envie de l'aider en entreprise. L'aidant, il a plutôt intérêt à rester invisible, ce qu'il est de toute façon dans cette société. Mais c'est d'autant plus paradoxal que, en y réfléchissant, en préparant cette émission, je me suis rendu compte que l'aidant, il a une place très importante. D'abord, on développe des compétences qui sont très utiles à l'entreprise. Je pense par exemple à l'écoute, la capacité d'organiser, la résilience, l'empathie, être multitâche, voilà, mais vous l'avez dit. En quoi ça vous a enrichi ? D'ailleurs, comment ça vous a enrichi professionnellement, cette expérience ? Allez, admettons qu'on fasse rentrer ça dans le cadre d'une expérience. Il est évident que ça a décuplé mes forces. Ça a décuplé ma capacité à me déployer, j'allais dire à me réinventer, mais en tout cas à trouver des solutions dans l'urgence absolue. Parce qu'il a fallu ça. Quand ma mamie est revenue, heureusement, à son domicile, parce que pour moi, il était hors de question qu'elle soit hospitalisée au long cours. Et pourtant, on m'a prise pour une folle, et pourtant, on m'a dit que c'était suicidaire, etc. Il faut trouver des solutions. Réagir à une urgence absolue. Oui, ça paraît à l'incertitude. Qualité fondamentale dans le travail. Danser dans le noir, en fait. Voilà, parce que j'avançais à l'aveugle. Donc oui, ça crée des possibilités et on se trouve mieux armé par rapport à certaines situations ou à certains freins. Je pense que je me suis démultipliée, je suis devenue quelque part protéiforme, je ne sais pas, mais j'ai trouvé des solutions. C'est intéressant, ça pose la question de ce vase communicant entre l'aidé et l'aidant. Qui aide qui, au fond ? J'imagine aussi que ça a changé votre rapport à l'existence, d'être en face de quelqu'un en fin de vie. Ça pose la question de sa propre finitude. Ça m'a sauté à la gorge, aux yeux même. En fait, moi, j'ai toujours vécu dans l'idée que ma mamie était éternelle et que de toute façon, je ne pourrais pas vivre sans elle. Donc, elle le savait et c'est pour ça, je pense qu'elle a tenu jusqu'à 99 ans et demi. Elle m'a fait ce cadeau et en même temps elle voulait pas de cette 100e bougie et quelque part voilà, c'est avéré que ça s'est passé comme ça très peu de temps avant. Je pensais pas être en capacité de mettre un pied devant l'autre sans elle dans ma vie. Je voyais pas comment ce serait possible. Et puis je suis maman, donc évidemment ça change aussi la donne. Elle avait très peur pour moi, elle me parlait beaucoup et elle parlait beaucoup à mon entourage de « attention à Nathalie, comment elle va supporter, faites attention à elle, elle tiendra pas, etc. » Elle avait très très peur, donc elle a été dans une grande résistance. Et en fait, elle m'a apporté une grande résistance vis-à-vis de la finitude, justement, de la finitude organique. Je crois que j'ai plus peur, alors que j'étais paralysée de peur. Vous l'avez vue partir ? Non, parce que... elle a pris soin d'attendre que je m'en aille. Et elle est partie dans les 4 minutes qui suivaient. Je suis partie à minuit de chez elle pour rentrer prendre des affaires et revenir. Et la dame qui était là-bas de nuit m'a appelée dans l'instant où quasiment je mettais la clé dans la serrure en me disant « Nathalie, je crois que c'est... » Voilà. Et j'ai fait l'aller-retour en voiture, toujours mes 6 minutes, là, en grillant les feux, en me disant non, c'est pas vrai. Je sais très bien que c'est pas vrai, en fait. C'est pas possible. Donc, elle doit se tromper, elle dort trop profondément ou quoi que ce soit. Et j'ai passé la nuit avec elle, toute seule, en fait, parce que j'arrivais à joindre personne. Et je sais que c'est comme ça qu'elle l'a voulu, quelque part. Et moi, j'avais tellement peur de la mort et de voir quelqu'un sans vie à côté de moi. Je pouvais pas l'imaginer. C'était au-delà du possible. Et j'ai fait tout ce que je redoutais le plus. Vous parlez
votre fille, est-ce que ça a été aussi un facteur décisif? Parce que je me suis dit, ça a dû être une richesse pour elle, parce qu'il y a cette transmission transgénérationnelle, mais il y a aussi une forme de lourdeur à être tous les jours en face de quelqu'un qui est aussi en fin de vie, qui est dans une forme de souffrance. Comment vous avez pesé le pour et le contre? Ça a joué? Est-ce que vous très culpabilisant. J'étais dans une dualité permanente. Je savais que c'était pas une évidence, qu'il fallait pas toujours qu'elle voie ma mamie affaiblie ou parfois exsangue et donc parfois irascible aussi. L'idée n'est pas forcément tout le temps dans la gratitude non plus. Mais bien sûr mais que dans non. le reproche ou dans la complainte. Dans l'énervement, dans le renoncement, même dans une forme de violence parfois, à me dire mais là je veux plus, mais laissez-moi. Et vraiment il y a eu parfois des mots difficiles. Et moi-même, vis-à-vis de ma mamie, j'ai été aussi très dure, sans doute. Même pas sans doute, je peux l'enlever le sans doute. Oui, j'ai été aussi parfois très dure à lui dire, à claquer la porte et à lui dire « Mamie, j'en peux plus, tu m'uses ». Et évidemment à revenir en larmes parce que j'avais qu'une peur, c'est que elle vive son dernier souffle alors que j'étais partie en colère et fâchée. Et être... Voilà. Mais oui, j'avais peur pour ma petite. Je me sentais très coupable de lui laisser passer beaucoup de temps avec cette femme. On en revient à cette culpabilité qui est quand même une vraie problématique de l'aidant. Celle-ci est l'isolement et le burn-out aussi quand même. Oui, exactement. Quel conseil vous donneriez pour justement parer à ce qui semble être inévitable dans ce genre de situation et qui va pourtant toucher un actif sur 4 d'ici peu? D'abord, c'est pas honteux d'être aidant. Donc aujourd'hui, il y a un mot pour ça, il y a un soutien financier, il est ce qu'il est. Ce sont des pas de fourmis. Vous pensez d'ailleurs qu'il faut légiférer, c'est-à-dire que ce statut, il est flou. Qu'est-ce que vous préconisez? Il est extrêmement flou. Je pense qu'il y a des choses à faire beaucoup plus dimensionnées que ce qui est fait aujourd'hui, mais il commence à y avoir un certain nombre d'entreprises aussi qui acceptent le rôle de l'aidant et qui considèrent que l'aidant a une place à part et donc un rôle dans l'entreprise. Donc il y a des tables rondes qui sont organisées, il y a du temps pour ces aidants. Ils peuvent discuter avec des psys. Je connais un certain nombre d'associations et même de groupes de parole. Par exemple, j'ai une amie très proche qui a monté une association qui s'appelle le Lien Psy, qui vient écouter les aidants en société, dans les entreprises. Ils ont ce temps-là pour se raconter, pour se consolider les uns les autres. Et ça, c'est fondamental. Déjà que la société, qu'en université, qu'en fin d'études ou même très tôt, qu'on sensibilise. C'est vraiment un premier pas très important. Vraiment, il faut que les jeunes sachent. Il y a des jeunes aidants aussi, et ils ont très peu de temps pour le dire. Ils savent pas où ils sont. Il faut légiférer, il faut clarifier ce statut. Il faut sensibiliser dès le collège, dès le lycée, dès l'université à ce que c'est un aidant. Parce que la population est vieillissante, tout le monde à un moment va être aidant. Et puis il y a aussi ceux qui le sont sans le savoir, par exemple, qui aident leurs compagnons sans se rendre compte qu'ils ont finalement ce statut-là. J'aimerais revenir, vous parlez des aides qu'il y a en entreprise. Vous n'avez pas eu ça. Comment vous avez géré tous ces tournants de votre carrière? Comment vous avez géré tout ça? Je suis très curieuse. Avec plein de maladresse et de manière sans doute très chaotique. En fait, moi, je savais pas que j'étais aidante, donc de toute façon, j'avançais comme ça avec ce double emploi du temps. C'était lourd, c'est vrai, mais quelque part, ça me remplissait. Donc oui, j'étais chez ma mamie le matin, l'après-midi, à BFM jusqu'au soir tard. Et je me sentais absolument pas de le dire. Il fallait que je sois pleinement à mon travail et à mon rôle de journaliste avec autant que possible une vie privée qui ne déborde pas. Parfois, c'est aussi un sas de décompression. Enfin, c'est-à-dire, oui, ça peut l'être. C'est même, je pense, un salut pour beaucoup d'arriver en entreprise et de savoir qu'on a 6-8 heures avec des collègues, avec une tâche à remplir, une mission à accomplir, etc. Et où on est comme ça dédié à autre chose, bien sûr. Dans ma vie telle qu'elle est aujourd'hui, les choses sont dites. J'ai été très transparente sur ce sujet. Donc voilà, ça fait partie de mon histoire et de mon être. Et de votre richesse aussi. J'espère. Je sais pas, j'espère. Ça pose la question des relations transgénérationnelles. Vous déplorez le fait qu'il y ait une forme d'étanchéité entre les générations. Quelle est la richesse justement de ce lien transgénérationnel? Pourquoi est-ce qu'il faut le promouvoir, le nourrir? Et ça passe aussi dans le travail d'ailleurs. Il y a plusieurs choses. J'adore l'idée des vases communicants, par nature. Historiquement, quoi.
Et puis, bien sûr, la société, l'école, l'éducation, les parents, l'environnement sportif nous apprend beaucoup de choses. Mais l'école, l'éducation, nous apprend pas nécessairement le savoir-vivre, le savoir-être. Et ça, les anciens, ils ont cet atout majeur, selon moi. Ils vont nous apprendre un terroir, un territoire, une façon de faire, des méthodes qui n'existent plus aujourd'hui et qui sont, selon moi, une richesse inouïe. Ils vont nous apprendre une temporalité différente, ils vont nous apprendre même un patois, enfin, que sais-je, des origines, une histoire avec un... Oui. Voilà. Notre propre généalogie, notre propre histoire et l'histoire avec un grand H. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qu'on apprend à l'école, encore une fois, on peut, avec eux, grâce à ces anciens, à ces ancêtres, à ces vieux, parce que moi j'aime bien dire le mot vieux, c'est rien de péjoratif à ça, il est très beau ce mot. Grâce aux vieux, elle peut se télescoper cette histoire avec un grand H et la nôtre. On a des figures qui se rencontrent, on comprend mieux, on a la traduction. Aujourd'hui, on nous dit que notre salut vient du futur. Moi, j'en tremble quand j'entends ça. Notre salut vient pas du futur, non. Notre richesse, elle vient de notre socle, elle vient de nos fondations. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est un poète africain. Alors non, c'est Amadou Ba, c'est un ancien qui part, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais Cyrulnik dit de très belles choses aussi, ou Churchill, voilà, ça fait partie des adages, des citations, moi, qui m'accompagnent. Si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. J'aimerais revenir sur 2 considérations assez terrestres, parce que là, on parle de transmission, mais par exemple, quand votre grand-mère a été hospitalisée, elle est revenue après chez elle, il a fallu, par exemple, je sais pas, acheter un fauteuil, un lit d'hôpital, etc. Tout ça a un coût. Quels sont les conseils, les peut-être livres que vous avez lus, les entités qui vous ont aidé à naviguer tout le territoire médical et financier ? Alors, c'est un fouillis incommensurable, déjà. Ouais. C'est une sorte de jungle. Voilà. Préparez-vous. C'est très compliqué. Il n'y a rien de lisible. Mais si vous avez 3 conseils à donner, justement, 3 takeaways. Il y a beaucoup de matériel. Alors, il y a énormément de matériel médical qui peut être loué et non pas acheté. Donc, vraiment, c'est un coût dont on peut se passer, une dépense dont on peut se passer, donc allons-y avec élan, j'ai envie de dire. Ça, vraiment, c'est fondamental. Que ce soit... Alors, je pense que Paris est encore plus... Enfin, les grandes villes, c'est encore plus compliqué. Quand on est en région, quand on est même en village, dans les territoires, etc., l'associatif fait beaucoup. Et moi, j'ai beaucoup senti cette disparité entre la manière dont on appréhende les anciens, les aidants, et dont on est accueilli en région, dans les territoires. Je me suis beaucoup renseignée là-dessus. Il n'y a pas du tout la même vision. Donc ça, c'est vraiment aussi... le fil, le sédiment est beaucoup plus simple et beaucoup plus clair en province. Et ça n'a rien de péjoratif du tout quand je dis province. Vraiment. Je pense que c'est beaucoup plus cafouilleux dans les grandes villes. Donc oui, il faut essayer de surnager, il faut faire le tri. Il y a énormément d'associations aujourd'hui, donc évidemment on trouve. Il y a aussi la mairie d'arrondissement, parce que malgré tout il y a des guichets. On peut trouver à être aidé comme ça, et moi j'ai été aidée. J'ai rencontré des gens formidables qui sont venus de manière disparate ou pas, mais qui sont venus me prêter main forte. Il y a très peu de soins à domicile. C'est compliqué, c'est vrai. Il faut être très prudent. Il ne faut pas ouvrir sa porte à n'importe qui. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'agences qui pullulent, pléthore d'agences d'aide à la personne. Gardez les yeux grands ouverts, parce que ce personnel-là, des aidants professionnels, il est peu formé, voire pas formé. Et s'il y a bien une chose, moi, que j'ai envie de dire à ceux qui nous dirigent, à ceux qui nous gouvernent, c'est... Au même titre qu'il y a des formations aujourd'hui pour le personnel qui s'occupe de nos petits, de nos enfants, les crèches, etc., les personnels sont formés. Former les aidants qui vont s'occuper de nos vieux ou de nos dépendants ou de nos parents qui vont faire un AVC ou qui sont Alzheimer ou que sais-je. Parce que, encore une fois, la population, elle vieillit et il y a de plus en plus de besoins. Et si on veut les garder chez nous, ces personnes-là, si on veut pouvoir être aidant,
Donc, ça veut dire garder ces personnes à domicile, on est d'accord, quand on est aidant. Donc, il faut être entouré d'un personnel professionnel, donc ces aidants professionnels, encore une fois, parce qu'il y a les aidants personnels et les aidants professionnels. Il faut qu'on puisse, nous, les aidants personnels, être aidés d'aidants professionnels qui ont vraiment des compétences. Justement, ça pose une question. En 2035, un Français sur 3 aura plus de 65 ans. Comment est-ce que vous avez envie que vos enfants, votre fille, par exemple, gèrent votre fin de vie ? Bien sûr que j'ai envie qu'elle m'accompagne, bien sûr. J'ai pas envie d'être un poids dans sa vie. C'est pour ça qu'il faut que les aidants professionnels ils soient là aussi pour relayer. En fait, c'est ça. La clé de l'aidance, elle tient dans le mot relais. Il faut pouvoir être aidé, écouté et relayé. Sans relais, et c'est pour ça qu'à un moment, pardon de prendre cet exemple, mais il y a des pays qui sont beaucoup plus en avance que nous. Le Danemark, les pays nordiques, vraiment. Bon, le Japon, c'est encore autre chose, mais si on va pas très loin, les pays nordiques, ils ont comme ça ce relais qui est très fort, où il y a des maisons d'aidants, où ils peuvent aller se reposer 2 jours, où ils peuvent placer la personne dépendante, encore une fois, âgée, pas âgée, dépendante parce que une chute, dépendante parce qu'un AVC, dépendante parce qu'une maladie, que sais-je. On peut les placer ponctuellement. Elles sont prises en charge. Alors, c'est pas toujours facile, bien sûr, mais voilà, il faut le relais. Selon moi, c'est le mot-clé. Donc, en résumé, ce relais, être attentif aussi à prendre soin de soi et ne pas non plus... À le dire, à l'assumer aussi. Maintenant, on peut l'assumer. À en parler même aussi au travail aujourd'hui, ne pas avoir honte, savoir que ça développe aussi des qualités qui sont très, très porteuses et enrichissantes pour les gens avec qui on va travailler. Naviguer aussi tout ce territoire médical, essayer certaines associations et puis peut-être aussi parfois oser envisager l'après. Parce que ça, c'est aussi... Oui. Bien sûr, ça participe aussi des conversations et des échanges qu'il faut avoir avec ces groupes de parole qui se déploient de plus en plus dans les grandes entreprises et même maintenant dans les moyennes entreprises. Ces groupes de parole qui sont nécessaires. Oui, il faut parler de l'après. Il faut parler de l'après parce que si la personne dépendante a été longtemps dans l'appartement familial, comment on fait, effectivement ? Comment on arrive à sortir de chez soi ou pas, ou rester vivre dans ces meubles et dans ces meubles communs, dans cette histoire commune. Oui, il faut verbaliser. Le relais et la verbalisation, c'est essentiel. Après, sur le plan financier, c'est un coût, effectivement, colossal. Donc, il faut peut-être s'y préparer un peu ? Ça fait partie des conseils peut-être à donner, c'est-à-dire... Oui, ça passe par le dialogue. Il faut s'y préparer, bien sûr. Y a des gens qui le peuvent plus ou moins bien. Moi, je ne pouvais pas du tout. Il faut... Comment vous avez fait alors ? Elle m'a aidée. C'est elle qui m'a aidée. C'est ma grand-mère qui m'a aidée. C'est ma grand-mère qui m'a aidée parce qu'elle avait une force inouïe. C'était notre héroïne. Elle avait plus de force que nous. Moi, sa petite fille et ses 2 filles. Donc, elle nous a... Et puis elle a, en tenant jusqu'à 99 ans et demi, qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? Et puis, je pense qu'on a été très jusqu'au-boutiste quand même. On a fait tout ce qu'on pouvait. Je pense que... Bien sûr, non, on n'a pas fait tout ce qu'on pouvait. Il y a certainement des champs qu'on n'a pas explorés, c'est évident. Mais je pense qu'on est quand même allé assez loin. Et quelque part, ça nous a laissé une forme de sérénité. Nathalie, vous avez l'art de faire parler les autres, notamment dans Aparté. Qu'est-ce que le grand public ignore de vous ? Je déteste parler de moi. En tout cas, je me sens très, très maladroite. C'est un inconfort terrible même si, en fait, je parle pas de moi, je rends hommage à ma grand-mère, évidemment, à chaque fois que je parle de tout ça, de cette expérience de vie. Mais c'est très malaisant pour moi. Donc, vous êtes pudique, peut-être ? Je pense que comme tout le monde, j'ai une forme de grande impudeur et je pense que je me sens illégitime. Grand sujet, le syndrome de l'imposteur, qui revient beaucoup, même chez les plus 50. Avec toute l'expérience et les accomplissements derrière vous, et après avoir accompagné votre grand-mère, vous avez encore le syndrome de l'imposteur ? Ouais, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je pense. Ça participe aussi, sans doute, de ce qui fait... Votre force ? Peut-être, en tout cas, une sensibilité. Un moteur, une sensibilité qui donne lieu ensuite à des chouettes entretiens, j'espère. Le reproche que vous faites aux autres et qui, au fond, vous est destiné ? Alors, moi, je me reproche mon inconstance. Ça, c'est une... Voilà. Je me reproche aussi de ne pas être tenace. De ne pas aller jusqu'au bout. Mais c'est exactement l'inverse que vous venez de me prouver. Vous êtes allé jusqu'au bout avec votre grand-mère ?
Oui, mais disons que c'est pas dans tous les axes de mon existence alors. Donc il y a une exigence. Ouais, il y a une exigence qui me manque. Que j'aimerais être plus exigeante. J'aimerais avoir cette faculté de boucler les choses, d'être je suis pas perfectionniste. J'aimerais être davantage perfectionniste. Ça peut aussi empêcher le perfectionnisme. La plus belle chose que votre grand-mère vous ait dite? Tout ce qu'elle me disait était d'une grande richesse. Alors, elle m'a répété cette phrase qui est donc le titre de l'ouvrage, « Courage au cœur et sac au dos », ça m'accompagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire « Sois vaillante, ma fille, débrouille-toi d'une manière ou d'une autre, ne courbe pas les chines, ou si tu courbes, ne cède pas. Débrouille-toi, avance toujours, t'as tes 2 bras, t'as tes 2 jambes, tu avances. » Vous avez peur de vieillir? Vous n'avez plus peur de la mort, mais vieillir, c'est une autre affaire, en fait. Vieillir, c'est le temps qui passe alors même qu'on est vivant. C'est ça. En fait, je me sens extrêmement vivante. Je me suis arrêtée à 36 ans. J'en ai 10 de plus, mais je me suis arrêtée à 36 dans ma façon de penser, d'aimer, de choisir, de goûter, d'avoir envie de danser. On danse plus dans cette société. Je me sens complètement moderne et en même temps très désuète par 1000 goûts et 1000 choses que j'aime. Intemporelle. Sans doute. Comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous? J'aimerais qu'on se dise qu'il y a une forme de courage et de vérité dans ce que je suis, dans ce que je fais. Je suis plutôt quelqu'un de sincère et d'authentique. J'espère qu'on pense ça de moi, que je suis quelqu'un d'authentique. En tout cas, je fais les choses avec beaucoup de sincérité et de cœur, j'ai l'impression. Je pense. Vous êtes une affective, oui. il me semble. Ouais. Dernière question, puisque c'est le titre de l'émission, L'audace n'a pas d'âge. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore osé, Nathalie Lévy? J'aurais adoré être chanteuse ou actrice. Il n'est jamais trop tard. Voilà, c'est dit. Enfin, je le dis de plus en plus. J'aurais adoré chanter. J'adore chanter, comme beaucoup de gens. J'aurais adoré jouer. Je pense que je suis vraiment pas faite pour ça, mais j'adorerais vivre cette expérience. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, sans avoir le syndrome de l'imposteur. Merci beaucoup. Merci Aurélie. D'être venue et d'avoir partagé ce très beau témoignage, très intime et très personnel. Merci. Merci à vous. La clé de l'aidance tient dans le mot relais. S'écouter et accepter de se faire relayer, c'est primordial. Ne restez pas invisible, osez dire et assumer que vous êtes aidant, car vous développez des compétences d'écoute, d'empathie, d'organisation multitâche qu'il ne faut pas sous-estimer dans sa vie professionnelle. Le parcours de l'aidant est parfois très compliqué, l'entreprise peut être un lieu pour se faire accompagner. Vous pouvez aussi vous rapprocher de votre mairie et des associations pour recevoir des conseils de terrain. Enfin, si vous le pouvez, anticipez les coûts liés à l'aidance.